Il y a quelques jours sur Insta, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour moi. Et du coup, je vous ai promis d'y répondre dans une vidéo, c'est aujourd'hui. Ces derniers jours, j'ai l'idée d'aller faire des vidéos dehors et j'arrive même pas à souffler, du coup j'arrive même pas à parler. C'est hyper malin, mais ça m'entraîne un petit peu. J'ai reçu une petite quinzaine de questions et du coup en fait il y en a même quelques-unes qui se regroupent. Donc ce que je vais faire c'est reprendre les plus intéressantes et il y en a même certaines en fait qui vont du coup me pousser à faire des vidéos à part parce que c'est des sujets un petit peu trop longs à répondre. La première question. J'aimerais beaucoup apprendre le flash en extérieur sans pour autant avoir un gros look HSS inutilisable en mode. Ton avis m'intéresse. Pour éviter le look flash Photoshop dégueulasse, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est d'exposer correctement sa photo. Ce que je fais en général, c'est que je prends une photo pour exposer pour le fond, que le fond soit bien exposé, et ensuite je vais rajouter le flash. Le but, c'est que le flash s'intègre avec le reste de la scène et pas que le fond soit sous-exposé et le flash bien exposé, ce qui donne vraiment ce look Photoshop moche. L'autre astuce aussi, c'est justement d'intégrer le flash dans la scène. Ça veut dire lui donner en fait un sens. Par exemple, si on fait une photo dans une chambre et qu'il y a une petite lampe qui est une lampe de chevet, on va mettre le flash dans la direction de la lampe de chevet, c'est-à-dire qu'on va le mettre pas loin de la lampe de chevet de manière à ce que les gens puissent comprendre que la lumière pourrait éventuellement venir de la lampe de chevet. Même si la direction, la couleur, tout ça, ça change et que c'est pas tout à fait pareil, le cerveau va quand même réussir à comprendre que ok, il y a une lumière, ça peut avoir du sens. Par contre, si le flash arrive de nulle part, ça va être dégueulasse, ça va ressembler à rien. En extérieur, même principe, vous avez le soleil, c'est une belle source de lumière. On va pas mettre le flash derrière la modèle pour faire une sorte de rim light et puis le flash en pleine tronche. Parce que du coup, clairement, ça aura qu'un sens. Il n'y a pas un flash qui sort de nulle part au milieu de la rue. C'est normal. Si vous avez un lampadaire que c'est la nuit et qu'il est allumé, oui, à cela, ça peut avoir du sens d'avoir un flash qui vient presque comme si c'était un lampadaire. Autrement, voilà. Donc du coup, mes deux astuces, ce serait de bien exposer le fond et de rajouter le flash après. Et la deuxième astuce, ce serait de donner un sens au flash, donner une sorte de motivation, d'expliquer à la personne qui regarde pourquoi il y a cette source de lumière artificielle. La question suivante. Comment as-tu établi tes tarifs de portrait et autres jobs au début? Alors au début c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'on a peur de faire trop cher, qu'on a peur de pas faire comme les autres. Et en fait c'est souvent un petit peu l'erreur. J'ai eu la chance parce qu'au début je parlais déjà anglais et je me suis renseigné énormément via Creative Live où c'était une mine d'informations qui était monstrueuse et du coup j'ai assez vite appris à faire mes prix en fonction des autres mais par rapport à ce que je voulais gagner. Et aussi par rapport au temps de travail que je voulais effectivement mettre dans mon travail. Donc j'avais pas forcément envie de passer ma vie à travailler. Donc du coup il fallait calculer le nombre d'heures que je voulais faire par année ou le nombre de jours par rapport à l'argent que je vous souhaitais gagner. Après calculer finalement combien c'était par shoot ou par mariage ou par peu importe le type de photo que vous faites. Le truc qu'il y a c'est que des fois on va tomber dans quelque chose qui est juste pas possible. Si vous espérez travailler 20 heures par mois et puis vous tirez un salaire, alors suivant le type de photo que vous faites et votre clientèle, c'est peut-être possible. Pour moi ça l'était pas et ça l'est toujours pas. Et donc du coup c'est vrai que après il faut un petit peu revenir à la réalité quand on a fait nos calculs et se dire ok peut-être c'est trop cher, peut-être qu'il faut que je travaille plus ou peut-être qu'il faut que je baisse mes prix et que je travaille plus, ça dépend un petit peu. Mais l'idée c'est vraiment de calculer le nombre d'heures qu'on veut faire ou le nombre d'heures qu'on peut faire et par rapport à ça le prix finalement qu'il faut pour arriver à s'en sortir financièrement. Parce que c'est hyper important de regarder ce qui se fait sur le marché, mais c'est aussi hyper important d'arriver à survivre. Si quelqu'un peut s'en sortir, par exemple en France, avec un shoot à 100 € et en faire 30 par mois, c'est génial. Pour ma part, en Suisse, ce serait très compliqué de proposer un shooting à 100 €. Ça serait juste me tirer une balle dans le pied et simplement perdre de l'argent, même pas en gagner, mais vraiment en perdre. Donc voilà, c'est un petit peu à chacun de faire ses prix et surtout à chacun de voir ce qui permet de vivre ou non. Autre question intéressante, préfères-tu la photo au flash ou la lumière continue pour du portrait? Personnellement, je dois avouer que j'ai pas forcément de préférence. C'est vrai que quand je suis en studio, je fais énormément de flash. Quand je suis en extérieur, j'ai tendance à faire plus de lumière naturelle. La raison du flash en studio, c'est simplement du fait que je contrôle tout et que j'ai pas forcément envie de m'amuser avec la lumière naturelle en studio. Sauf si j'ai la possibilité d'avoir une belle lumière naturelle en studio ou pour la peine. C'est vrai que des fois, je vais en profiter aussi et mélanger un petit peu les deux différents types de lumière.
En extérieur, c'est vrai que en fait, c'est plus de la flemme qu'autre chose. J'aime pas trop employer du flash sur des petits mandats. Ça demande quand même plus de préparation, ça demande d'avoir du matériel avec soi, c'est un peu plus encombrant. Et du coup, quand il faut être rapide ou que le budget est un petit peu plus serré, des fois, je vais me restreindre et partir plus sur la lumière naturelle. Après, ça dépend aussi des besoins du client. Pour des collabs, pour du portrait en extérieur, par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps avec la lumière naturelle et très peu de flash. C'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à faire du commercial où j'ai commencé à ce moment-là à commencer à faire de la lumière artificielle en extérieur aussi. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence sur le rendu des photos. C'est un des sujets du coup que j'ai abordé au début, mais il faut le gérer, sinon c'est très vite très crade. Donc pas vraiment de préférence, ça dépend vraiment des situations, ça dépend des besoins du client et ça dépend aussi de mon envie perso et de comment je vois finalement la scène que je vais devoir éclairer ou pas éclairer. Ensuite, on a une question si c'est facile de trouver des gens pour collaborer en Suisse. Alors, je fais plus vraiment de collaboration. Les seules pseudo-collaborations que je fais sont des tests pour des agences. Et là, c'est plus intéressant pour moi parce que du coup, en général, j'ai des modèles qui sont bien. J'ai pas de mauvaises surprises. Si la personne vient pas, en général, elle a des problèmes après. Donc, c'est rare qu'elle ne vienne pas. Donc c'est vrai que je travaille plutôt avec des agences et ça devient de moins en moins des collaborations. Pour trouver des collaborations, c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu compliqué dans le sens où la Suisse c'est très petit. C'est vrai que quand j'ai eu la chance de partir un petit peu à l'étranger, je me suis rendu compte qu'à l'étranger c'est beaucoup plus facile. Il faut savoir que la Suisse c'est 7 millions d'habitants, presque 8, peut-être un petit peu plus maintenant, je sais pas. Donc ça fait quand même plus ou moins la population d'une très grande ville en Europe ou ailleurs sur un autre continent. Donc c'est vrai que quand on est en Suisse, qu'il y a 7-8 millions d'habitants et qu'on est uniquement un petit tiers, pour ne pas dire un petit quart, à parler le français, si on parle pas une autre langue, que ce soit l'anglais, l'allemand ou l'italien, on est un petit peu vite embêté. Pour trouver des collabs, j'en ferai d'ailleurs une vidéo, je ferai une vidéo à ce propos-là. Il y a pas mal de moyens, il y a les agences comme je l'ai dit, ça reste pas vraiment de la collab avec les agences, c'est pas dans le but de faire des collabs, en tout cas ça devrait pas l'être. Il y a Instagram qui permet de trouver du monde aussi assez facilement, peut-être encore un petit peu Facebook, mais bon je dois avouer qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur Facebook dans la tranche d'âge que la plupart des gens voudront shooter. Peut-être sur Snapchat, je sais pas, moi j'ai jamais employé ça pour ça, j'ai plutôt employé Instagram. C'est vrai que Instagram, Facebook et les agences, ça a été généralement mes moyens de trouver des modèles. J'ai fait des expériences avec des sites du style Model Mayhem ou Model Management. Ça a rarement été un grand changement dans ma vie, on va dire. Ça n'a pas changé grand chose, pour ne pas dire que c'était un peu une cata. J'ai eu un shoot qui s'est plus ou moins bien passé, mais c'était un petit peu bizarre du début à la fin parce que le contact n'était pas du tout le même que celui qu'on peut avoir via des réseaux sociaux ou via une agence. Il n'y a ni le côté pro ni le côté perso et du coup c'est juste un peu bizarre en fait. Du coup les collabs en Suisse faciles, oui et non, ça dépendra un petit peu surtout de la qualité du travail et de la motivation aussi à se déplacer parce qu'il ne faut pas rêver en Suisse, si on se déplace pas, on n'a rien du tout. Je suis juste saoulé, il y a un écureuil depuis tout à l'heure qui me marque, j'arrive pas à le trouver, j'arrive pas à le voir. J'ai juste entreaperçu courir. Voilà, c'est un peu la période, il commence à gentiment trouver la nourriture et aller se cacher. Forcément. Alors, question suivante. À quand ton passage en Belgique? Alors, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, pas que pour la Belgique, mais pour la France et pour d'autres pays aussi. Du coup, oui, j'aimerais beaucoup voyager, j'aimerais beaucoup faire des workshops à l'étranger si ça intéresse du monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires et me dire où. Et puis, bon, on verra. Du coup, je sais pas trop quand. J'espère le plus rapidement possible. J'ai vraiment envie de pouvoir voyager. Moi, ça me manque. C'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, en plus si je peux voyager, ça sera aussi l'occasion de faire des vlogs et pas juste des vidéos tutos et des petites vidéos dans la forêt chez moi. Ouh, lumière dégueulasse. Ok, la question suivante, en fait elle est revenue plusieurs fois. C'est est-ce que je cherche des digitech, est-ce que je cherche des assistants ? Oui et non, ça dépend beaucoup de mes mandats. Pour le moment, en termes de commercial, c'est pas régulier. Du coup, je cherche pas forcément des gens régulièrement. Pour certains de mes projets perso, ça m'arrive de chercher du monde, mais à ce moment-là, c'est pas vraiment de l'assistanat, c'est plus pour faire du contenu BTS pour ensuite pouvoir proposer des vidéos YouTube. Là, ces derniers temps, j'ai eu quelques shoots, j'ai eu quelques vidéos BTS et du coup, ça va arriver. Mais des assistants purs et simples, simple, pas vraiment simple d'être assistant, mais au sens propre du terme, non, pour le moment, je cherche pas vraiment d'assistant. Peut-être un jour, on verra. Vous serez les premiers à savoir en tout cas.
Alors, les meilleurs photographes de mode actuels selon moi. Je dois avouer une chose, c'est que je regarde pas vraiment ce que font les autres en fait. Je suis peut-être un petit peu égoïste. Je perds de moins en moins de temps en fait sur le net à regarder des choses sur Instagram, à regarder d'autres photographes, à regarder ce que les gens font. Et de plus en plus de temps à me concentrer sur ce que je fais parce que je me rends compte qu'on n'a jamais assez de temps dans une journée. Et du coup voilà, maintenant en termes de photographes, les inspirations ou plutôt les gens que je continue parfois de regarder, il n'y a pas que dans la mode en fait. Dans la mode je pourrais en sortir comme Solveig Sundsbo, je sais même pas si ça se prononce comme ça, Solveig Sundsbo. Il y a aussi Rankin que j'aime beaucoup, qui fait du beauté mais qui fait pas que du beauté, qui est aussi directeur créatif et qui fait des choses qui sont vraiment chouettes. Lindsay Adler que j'aime beaucoup aussi, Tim Thader qui fait des choses qui sont très belles, Eric Almas j'aime beaucoup. C'est une question dure là, moi je sais pas comme ça de tête. Je suis sûr qu'il y en a d'autres en plus, je suis sûr qu'il y en a tout plein que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a eu des photographes qui m'ont beaucoup inspiré au début et en fait j'ai remarqué aussi une chose, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais souvent il y a des photographes qu'on admire au début et petit à petit quand on commence à progresser en fait on n'aime plus vraiment ce qu'ils font parce que nous on commence à développer un goût personnel et du coup notre goût personnel fait qu'on n'aime plus vraiment ce qu'une certaine personne fait. C'est vrai que ça a été le cas avec plusieurs photographes que je regardais au début, notamment Melissa Rodwell, j'ai beaucoup de respect pour elle, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait et je trouve que son travail est très beau mais c'est plus un travail qui me touche comme ça a pu me toucher au début. C'est vrai que tout au départ ça a été une inspiration en termes de lumière, elle avait un tuto en ligne qui parlait des éclairages, ça m'a beaucoup inspiré au départ et petit à petit c'est vrai que je me suis un peu détaché de ce qu'elle faisait. La réflexion est dure hein. Parce que ce qui m'énerve c'est que je sais qu'il y en a d'autres. Ah oh, il y aurait David Newton qui fait du produit, Still Life, j'adore ce qu'il fait. Si vous connaissez pas, c'est juste un truc de malade. Allez regarder sur Insta, allez regarder son site. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, lui, j'ai la chance d'avoir une sœur qui m'a posé la question suivante. J'ai la chance d'avoir une sœur qui est directrice créative, ou directrice artistique plutôt, et qui du coup fait des fois découvrir des photographes que je connais pas du tout et qui font des choses qui sont juste malades. Et David Newton c'en est un. Donc je vous mettrai certainement les liens des photographes juste en dessous, pour que ça vous pourrez aller voir de qui je parle. Et si j'ai d'autres idées d'ici que je poste la vidéo, je les mettrai aussi dans la description, parce que là, comme ça, je dois avouer que c'est un peu compliqué. Après, oui, il y en aura d'autres. C'est juste que des fois, j'ai le nom qui m'échappe. Kirsty Mitchell, je pense aussi, qui pourrait être dans la liste. Ouais, je vous ferai une liste, ça sera plus simple, parce que là, comme ça, de tête, c'est très compliqué. On va essayer de pas tomber, hein. Ça risquerait de faire un peu mal. Question suivante, du coup, de ma sœur. Comment tu fais quand tu as besoin d'un assistant de lumière mais que ta midget de sœur qui ne sait pas ouvrir un parapluie n'est pas disponible? Oui, parce que alors ce qu'il faut savoir c'est que ma sœur en fait m'a aidé au début. Elle venait avec moi sur les mariages et elle était un petit peu mon assistante. Le truc qu'il y a c'est que je lui ai montré plusieurs fois comment s'occuper du flash. C'était un peu compliqué, elle avait un peu de la peine. Il faut savoir qu'elle est pas très grande, elle est très grande mais pas assez pour faire certaines choses comme ça. Et du coup c'était très drôle. Comment je fais? Et bah du coup je trouve des gens sur les réseaux sociaux et c'est des fois pas toujours très pratique. Mais bon, visiblement, vu les questions que j'ai eues auparavant, il y a des gens qui sont intéressés à servir d'assistant, donc du coup on verra dans le futur comment on fera. Pour le moment c'est pas d'actualité. Alors une question qui m'a été posée sur Insta et j'étais étonné qu'elle n'ait pas été plus demandée parce qu'elle est revenue souvent suite à certaines vidéos sur YouTube, c'est pourquoi j'emploie Capture One plutôt que Lightroom. Il y a énormément de raisons là derrière, je vais pas toutes les citer maintenant parce que ça serait une vidéo à part entière et d'ailleurs c'est une vidéo que je vais vous proposer bientôt. La première raison en fait c'est ce dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, c'est le fait de pouvoir shooter connecté. C'est ce qui m'a en fait fait commencer à employer Capture One tout au départ, c'était le shoot connecté parce que dans Lightroom c'était juste pas stable, je trouvais pas ça pratique du tout et du coup j'ai trouvé une autre solution qui s'est avérée être Capture One et depuis j'y suis resté parce que j'aime vraiment énormément la manière de Capture One de travailler, le flux de travail qu'on peut développer avec parce que c'est vraiment l'idée derrière Capture One, c'est de pouvoir l'adapter à ses besoins et pas d'avoir un logiciel qui est fixe comme Lightroom qu'on peut pas vraiment adapter, que c'est nous qui devons nous adapter, c'est mieux l'inverse. Donc voilà, une des raisons, on fera le tour dans une prochaine vidéo. Ça fait du bien d'être assis aussi, hein. Je crois que je vais faire la fin ici, poser tranquille, arrêter de marcher. Quel réglage de brush tu utilises pour le Dodge and Burn, le split frequency, les corrections de couleurs, etc. Là j'ai pas Photoshop dans ma tête.
Ce que je vais faire certainement, c'est vous proposer les brushes sur mon store, ils seront gratuits. Je vous laisse le lien d'ailleurs de ma boutique juste en dessous dans la description. Maintenant pour revenir au réglage en soi, ça dépend vraiment énormément des zones de travail et de ce que je vais faire, de la photo, de la résolution. C'est vrai que j'ai tendance à travailler avec souvent le même pinceau que je règle un petit peu à la volée. J'en ai pas 46 000, j'en ai des différents, c'est pour les cheveux surtout. Pour le Dodge & Burn, j'en ai un principalement. J'en ai des fois un deuxième que j'emploie aussi pour faire du contouring un peu plus large, un peu plus doux. Mais là comme ça, c'est vrai que de sortir les réglages plus de tête, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais plutôt vous proposer les pinceaux en gratuit sur ma boutique. Comme ça, vous pourrez les récupérer, les employer. Alors, il n'y aura pas tous les pinceaux, il y aura ceux pour le Dodge & Burn. Ceux pour les cheveux, étant donné que c'est des pinceaux qui m'ont pris un peu plus de temps à faire et qu'il y a un cours qui va venir avec, eux seront payants, mais il y aura pas mal de choses intéressantes qui vont arriver tout bientôt sur la boutique. Alors, restez connectés et allez jeter un œil. Question suivante, c'est du service après-vente. Bonjour. Lors d'un shooting en mode connecté avec Capture One, mon 5D Mark III n'enregistre pas d'image sur les cartes. Est-ce normal? Eh bien oui, c'est normal. C'est simplement inhérent à Capture One. On ne peut pas enregistrer sur l'appareil en même temps qu'on enregistre sur l'ordinateur. Il faut savoir que Capture One, contrairement à Lightroom, n'emploie pas le SDK, donc le petit module. Désolé pour les informaticiens, je sais que je simplifie énormément et que c'est très moche ce que je suis en train de faire. Le petit module qui permet de faire l'intégration de l'appareil, et ben en fait ils n'emploient pas ce module proposé par les fabricants parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils aimeraient faire avec. Et du coup Capture One, ou plutôt Phase One, ont développé leur propre manière de connecter l'appareil dans Capture One, ce qui rend du coup aussi la connexion différente. C'est pour ça que beaucoup trouvent ça beaucoup plus stable, notamment moi. Mais malheureusement, à cause de ça, on ne peut pas enregistrer les fichiers sur la carte mémoire en même temps qu'on les enregistre sur l'ordinateur. Je vous montrerai toutefois dans une prochaine vidéo une solution pour enregistrer en fait vos fichiers, pas sur la carte mémoire, mais au moins en faire une sauvegarde pendant que vous êtes en train de shooter. Il y a des solutions pour faire des sauvegardes à la volée. De cette manière, si vous êtes sur un gros shoot commercial, ça vous évitera des petits problèmes, parce que si votre ordi crache et qu'il n'y a pas de copie, c'est la merde. Bon, on arrive gentiment au bout. Avant-dernière question, comment diriges-tu tes modèles? Alors il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez introverti. Quand je fais des shoots, en fait, j'aime pas trop diriger. J'ai plus tendance à donner des conseils, donner des indications, plutôt que vraiment dire ta main là, ton bras là, ta main comme ça, ton doigt ici, machin. Il y a certains shoots où oui, c'est nécessaire. Dans la majorité des cas, j'aime pas le faire en fait. Je suis quelqu'un qui aime plus le côté reportage et c'est pour ça que j'ai commencé par faire du mariage et que ça me plaisait énormément. Simplement parce que j'avais pas besoin de contrôler l'environnement, j'avais juste besoin d'être là pour documenter. Ça a été un réel défi quand j'ai commencé en studio parce que vraiment, je détestais le contact social, je détestais parler aux gens. J'étais toujours très mal à l'aise. Et du coup, voilà, à force de faire, c'est venu gentiment. Alors quand il faut, oui, je vais contrôler, je vais diriger les gens, je vais parler, je vais faire des gestes avec les mains. Ça dépend vraiment, mais je pense que le plus simple pour vous expliquer comment je dirige des gens, comment je dirige des modèles ou même une équipe, ce sera de vous proposer du contenu behind the scenes, que je pourrais vous dire le genre de mots que je dis, je pourrais vous montrer ce que je fais avec les mains. Je pense pas que ça va être autant clair que des vidéos qui vous montreront exactement comment ça se passe sur un set quand je travaille. Et la toute dernière question, je l'ai gardée pour la fin. Parce qu'elle vient d'une autre photographe que je connais personnellement et que j'apprécie beaucoup, c'est Eva Sarraute. Allez regarder son site au passage, je vous le mettrai aussi dans les liens en dessous de la vidéo. La dernière question donc, ton plus grand rêve en tant que photographe, ton but ultime de réalisation pro et perso. C'est compliqué. Il y a certains rêves que j'ai déjà réalisés, notamment en fin du mois de septembre quand j'ai eu l'occasion de partir à Cologne pour Photokina pour y parler. C'était un petit peu un rêve qui se réalisait parce que j'ai toujours voulu donner des conférences, j'ai toujours voulu parler, que ce soit dans la photo ou autre. En fait, j'avais envie de devenir enseignant. J'ai des parents enseignants, autant surprenant que ça puisse l'être. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir partir là-bas, ça a été vraiment quelque chose de génial. En plus, quand c'est pour une marque comme Phase One, c'est vrai que forcément que ça fait plaisir quand même de savoir qu'on est reconnu par une marque comme ça. Maintenant, pour le reste, c'est compliqué. J'ai beaucoup de rêves, je dois dire quand même. J'ai toujours des ambitions qui sont très élevées. Je suis quelqu'un qui s'arrête rarement. Et du coup, une chose que j'aimerais beaucoup, c'est shooter des campagnes pour des marques internationales, des grandes campagnes, des trucs qui sont affichés énormes. Pas pour le plaisir de dire que c'est moi qui l'ai fait, mais juste pour voir moi, mon travail en grand. Je m'en fous que les gens ils le voient, en fait, je n'ai rien à foutre. C'est juste de moi pouvoir me dire, voilà, j'ai une affiche, c'est moi qui l'ai faite, elle est immense, je peux voir mon travail hyper grand. Après, si les autres ils la voient, tant mieux, s'ils l'aiment, tant mieux.
c'est pas ça qui va me changer ma vie. Hein. C'est un peu comme Instagram, avoir 40 likes ou 8000 likes, au final. Tant qu'on est content avec sa photo, on l'est jamais, hein, mais bon. Sinon, à part ça... Ouais, je crois que l'idée de pouvoir au moins une fois dans ma vie faire une grosse campagne, vraiment une très très grosse campagne. Sinon, il y a aussi le côté, et ça c'est un truc qui manque beaucoup, c'est le côté montage photo. C'est vrai que je regardais il n'y a pas longtemps un des derniers tutoriels de F-Stoppers, où il y avait notamment des infos, c'était la partie business avec... je sais même plus son nom, je l'écrirai ici. Il parlait en fait des affiches de ciné, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, tout ce côté commercial, le côté affiche, le côté ciné, où il y a beaucoup de montage photo, où il y a beaucoup de retouches. C'est vrai que je me rends compte que c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Au début, j'avais tendance à énormément retoucher, à aller très loin, à chercher des idées, des nouvelles techniques de retouche. Avec le temps, je me suis gentiment un petit peu conforté dans ce que je faisais, et je crois que c'est quelque chose qui doit changer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me remettre sur YouTube. C'est simplement pour essayer de me dépasser et de vous montrer des nouvelles choses à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que toutes les techniques que je vous montre, je les emploie pas au quotidien, hein, forcément, parce que sinon ça ferait des longues journées. Et du coup, des fois, je suis obligé de chercher des idées, et j'ai vraiment envie de pousser la chose plus loin avec des shoots que je vais faire exprès pour ma chaîne, des shoots qui vont montrer comment faire certaines choses, qui vont expliquer certains concepts, ou peut-être même shooter avec d'autres photographes. Enfin bref, j'ai pas mal d'idées. Et c'est vrai que du coup, un de mes rêves maintenant, je dois avouer que c'est un petit peu ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir la développer et puis être plus proche de vous, proposer du contenu qui est chouette, faire quelque chose qui est bien. Bref, on verra. Ça fait beaucoup. Et j'ai encore beaucoup d'autres choses dans ma tête. Bon, on va pas parler pendant une heure. Si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et laisser aussi un commentaire en dessous. J'ai d'autres idées pour partager plus avec vous, pour utiliser plus Instagram en tant que plateforme de contact en lien avec YouTube en fait. Mais ça va venir bientôt, parce qu'il y a par exemple des critiques de photos d'autres personnes ou des retouches de photos d'autres personnes qui m'intéresseraient beaucoup. Je pense que ça pourrait être cool de partager ça ensemble. Bref, on verra. S'il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous intéressent, commentaires. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi avec le bouton qui doit être juste là dans quelques instants. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Ciao.